Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Les querelles religieuses ont empoisonné la seconde moitié du XVIe siècle au point de dégénérer en une véritable guerre civile à laquelle l'habile Henri IV a su mettre un terme à la fois par sa conversion au catholicisme et par la signature de l'édit de Nantes en 1598. On a souvent présenté ce dernier comme un règlement global de la question religieuse en France. C'est oublier que les tensions, voire les guerres, que le parti catholique et le parti protestant persistent à se livrer au début du siècle suivant, sous le règne de Louis XIII. Et c'est oublier aussi qu'en 1685, en révoquant l'édit de Nantes, Louis XIV ouvre une nouvelle crise dont les conséquences dépassent très largement le seul domaine religieux. Toutes les régions à forte communauté protestante, dont bien entendu la Moselle, sont touchées et le royaume dans son ensemble subit des contre-coups que le roi Soleil n'avait sans doute pas anticipés. C'est avec Cédric Delaunay, professeur agrégé d'histoire, que nous allons faire un point sur ce dossier complexe mais passionnant et dont certaines conséquences sont encore perceptibles de nos jours. Bonjour Cédric Delaunay. Bonjour Éric Labaille. Alors, on vient d'entendre le nom d'un document particulier qui s'appelle l'édit de Nantes. Alors j'aurais plusieurs questions à vous poser sur ce terme-là. D'abord, qu'est-ce qu'un édit ? Et dans quel contexte cet édit est-il promulgué et quelles en sont les conséquences ? Alors cette décision royale, elle apparaît au début du règne d'Henri IV. Donc Henri IV, de fait, devient souverain de France à la mort d'Henri III. Il hérite de la couronne via le droit salique, qui écarte tout autre prétendant, puisqu'il est marié avec une sœur d'Henri III, la fameuse Margot. Et donc, la reine Margot, la fameuse reine Margot, rentrée à la postérité avec Alexandre Dumas, bien sûr. Et donc, il est roi de France. Le problème, c'est qu'il est protestant. Et donc, Paris vaut bien une messe. Mordius. 1593, il abjure la foi protestante dans une vision purement tactique. Ses sentiments profonds, il est dur de les établir, mais on sait qu'il est resté toujours attaché à cette conviction-là. Et donc, en 1594, il est sacré, et donc, il devient roi. Cependant, ça ne marque pas la fin du conflit, il y a des résistances toujours fortes à son autorité, notamment en Bretagne, qui refusent l'autorité de ce roi qui n'est pas considéré comme un roi légitime par les catholiques les plus ultras, ceux qui s'étaient distingués pendant les guerres de religion sous le nom de la Ligue. Et donc, il faut trouver un compromis. Et donc, en 1598, il y a ce fameux édit de Nantes. La ville, c'est pas forcément à Nantes que ça s'est décidé, mais on l'a retenu sous ce nom-là. Alors, c'est pas le premier édit de pacification. Déjà, ses prédécesseurs, Charles IX en 1562, à travers l'édit de Saint-Germain, avait proposé quelque chose qui ressemblait plus ou moins à ce qu'est l'édit de Nantes. C'est renouvelé en 1576 via Henri III à travers l'édit de Beaulieu-les-Loches, où il y a également une idée simple. Alors, l'historiographie républicaine, etc., a fait d'Henri IV le bon roi Henri IV, faisant de lui un roi tolérant d'un point de vue religieux. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut pas comprendre l'édit de Nantes comme un édit de tolérance au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire le respect d'une diversité d'opinions, notamment d'opinions religieuses. Là, l'édit de tolérance, c'est accepter ce qu'on ne peut pas effacer. Ce que les guerres n'ont pas réussi à effacer, il faut le garder. Alors, le garder dans des limites qui sont déterminées. Des limites géographiques, notamment avec la notion de place de sûreté. Des places de sûreté qui permettent aux protestants, religion prétendument réformée, de
d'avoir des points de sécurité pour se replier en cas de tension. Et on s'aperçoit que même l'exercice du culte n'est pas possible sur l'ensemble du territoire, mais dans des espaces déterminés. Et il y a des endroits où le protestantisme a le droit de se pratiquer et d'autres où il n'a pas le droit. Et d'ailleurs, au passage, on l'oublie aussi souvent, il y a des villes, alors elles sont peu nombreuses, où l'exercice du catholicisme n'est pas possible. Donc voilà, c'est une sorte de compromis pour tenter de garder la paix publique. Or, cette notion-là, elle va être progressivement remise en cause par les successeurs d'Henri IV, à commencer par son fils Louis XIII, qui, avant Louis XIV, et sous l'impulsion d'un Richelieu, commence à vouloir renforcer l'autorité de l'État. On associe souvent Louis XIV à la notion d'absolutisme, sauf que cette notion d'absolutisme, elle commence avec des rois comme Charles VIII et Louis XII et François Ier, qui veulent justement renforcer le pouvoir du souverain, l'autorité de l'État, centraliser les pouvoirs au détriment d'entités centripètes. Or là, ces places de sûreté, ces statuts très particuliers des protestants, leurs liens plus ou moins avérés avec des puissances étrangères, des puissances germaniques, avec l'Angleterre, etc. Et avec certains grands féodaux rétifs au pouvoir royal. Donc c'est un jeu à plusieurs niveaux. Oui, ce qu'on a appelé les guerres de religion, c'est surtout une révolte des grands féodaux contre le pouvoir central, contre le pouvoir royal qui est affaibli après la mort d'Henri II. Et donc, cet État dans l'État, pour un Richelieu, puis pour un Mazarin, puis pour un Louis XIV, c'est des choses qui sont difficilement acceptables. C'est des formes de restriction de leur propre autorité. Et donc, il va y avoir constamment, tout au long du XVIIe siècle, une remise en cause progressive. En fait, l'édit de Fontainebleau n'est que l'acte final d'une série de restrictions aux possibilités données aux protestants d'exercer leur culte et d'avoir des places de sécurité. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Vous avez parlé de l'édit de Fontainebleau, donc justement, cet édit de Fontainebleau est donc une nouvelle décision, décision royale, qui est prise en 1685 par Louis XIV et qui, donc de fait, révoque les conditions de l'édit de Nantes. C'est une annulation et ça apparaît comme la finalisation de ces restrictions. Alors, il y avait eu avant la paix d'Alès qui avait en 1629 conclu le passage resté célèbre du siège de La Rochelle, avec cette image de l'homme en rouge sur les remparts de La Rochelle. C'est quand même une image héritée du 19e siècle, ça. C'est toute la peinture historique française du 19e siècle. Qui a fixé des grandes images et des grands personnages. Ce Richelieu, les bras croisés. Et donc là, 1685, c'est le point final. Alors un point final qui quand même, le 18 octobre 1685, marque un point de rupture. C'est l'interdiction de la pratique du culte réformé, la démolition des temples, des écoles, l'obligation à baptiser dans la foi catholique tous les enfants à naître. Enfin, les pasteurs qui ne voudraient pas se convertir doivent quitter la France dans les 15 jours. Et donc ça va engendrer non pas le début, mais l'accélération d'un phénomène d'émigration massive. Oui, parce qu'on a présenté souvent la révocation de l'édit de Nantes comme le point de départ d'une émigration protestante, mais cette émigration avait déjà commencé largement dans tout le XVIIe siècle pour s'accélérer effectivement après 1685, mais c'est un phénomène sur le long terme. C'est un phénomène sur le long terme et qui a même commencé au moment des guerres de religion elles-mêmes. Au moment des guerres de religion elles-mêmes, on a l'émigration de populations apeurées qui appartiennent, alors là aussi une image d'Épinal, mais les populations converties au protestantisme sont plutôt des populations au niveau social plus élevé que la moyenne. Notamment sont concernés beaucoup d'artisans, beaucoup de commerçants, sans parler de la noblesse, qui est un cas un petit peu à part, mais des milieux sociaux qui disposent d'un capital culturel, d'un capital financier et d'un savoir-faire important. Si bien que quand agissent ces phénomènes de migration vers les pays germaniques, vers les Pays-Bas,
vers la Suisse ou vers l'Angleterre, c'est une catastrophe économique et financière avec une désorganisation des réseaux commerciaux. C'est-à-dire que la politique de Colbert d'industrialisation de la France, si tant est que ce mot soit applicable à cette époque-là, est remise en cause par la fuite de ses compétences et de ses savoir-faire. C'est là où on a une opposition entre une logique de construction d'un État, et pour construire une puissance, il faut une puissance économique, et de l'autre côté, des a priori et on va parler de lobby, les dévots, il y a Madame de Maintenon, qui agissent dans un sens de pureté morale et vont influencer le roi vers cette direction-là. En complément de cette fuite des protestants, on a deux autres phénomènes historiques qui voient le jour à cette époque-là. C'est d'abord certaines résistances, des résistances armées. On aura notamment dans le sud de la France, dans les Cévennes, la fameuse guerre des Camisards, quelques années plus tard. Mais c'est également une politique de conversion forcée. Alors la conversion forcée, je vais peut-être vous laisser la parole sur ces fameux dragons, parce que en tant que spécialiste de l'histoire militaire, vous en savez plus que moi. Et donc évidemment, ces fameuses dragonnades, je vous cède la parole. Les dragonnades, c'est un terme générique pour désigner les pratiques de conversion forcée mises en place par Louis XIV auprès des protestants. Le principe général, global est relativement simple. Il s'agit, par la force armée, de terroriser les protestants jusqu'à ce qu'ils acceptent d'abjurer leur religion. Là encore, on est beaucoup dans l'image d'Épinal. L'idée classique, c'est on met un dragon. Je reviendrai sur ce terme ultérieurement, mais on met un dragon dans chaque famille protestante, libre à lui de faire ce qu'il veut dans la famille, avec comme seule fin d'obtenir la conversion au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Donc il logeait chez eux. Il loge chez eux, il a tous les droits, il fait ce qu'il veut, et seul objectif, obtenir la conversion. Bon, ça, c'est une pratique qui est, somme toute, relativement limitée. Le recours à la force militaire n'a pas forcément besoin d'entrer dans l'intimité des gens pour leur faire peur et les inciter à se convertir. Mais de même que le mot les dragonnades fait référence au dragon. Alors qu'est-ce que c'est qu'un dragon? Donc il n'est pas question d'envoyer un animal crachant du feu brûler les maisons des protestants. Ça pourrait être efficace. Quoique, si on en avait à disposition, ça pourrait être effectivement efficace. Non, ce sont des dragons. Mais là encore, le terme est trompeur. Les dragonnades n'impliquent pas que des dragons. Ce sont des militaires au sens très large du terme. Dans les dragonnades, vous avez des fantassins, vous avez des cavaliers légers, vous avez de toutes sortes de militaires possibles et imaginables qui sont employés à cette conversion forcée. Alors pourquoi les dragons? Tout simplement parce que les dragons sont à l'époque l'élite de l'armée française. C'est une élite à la fois technique, tactique, puisque ce sont d'excellents soldats qui sont rompus à toutes les catégories de combat. Ce sont, je le rappelle, des fantassins qui combattent à pied et se déplacent à cheval, donc ils sont extrêmement polyvalents, capables de se battre de toutes les façons possibles, mais ce sont également des hommes qui ont la réputation d'être des durs à cuire, d'être des endurcis, d'être des gens auxquels on peut tout demander. Donc c'est la raison pour laquelle ce sont eux qui ont laissé la marque, le souvenir le plus cuisant, je dirais, de cette période-là. Mais les dragonnades ne concernent pas que des dragons. On a, je le répète, toute forme de militaire, tout l'outil militaire est mis en place pour obtenir ces conversions forcées. Et donc les conversions forcées, en fait, restent assez peu nombreuses. Abjurer sa foi, bien sûr, on peut comprendre que face aux violences, ça peut être une stratégie, mais pour un homme ou une femme du XVIIe siècle, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter. Ah oui, la foi est constitutive de la personne et souvent les conversions, on s'en rend compte, sont des conversions de façade. On signe un document, mais on continue à pratiquer en clandestinement la religion précédente. Donc c'est... Et donc, ce que l'on voit, c'est que cette date de 1685 est une date rupture, parce que là, les dragons, effectivement, ont possibilité totale et entière de faire pression sur la population. Et là, on a une immigration massive qui se déclenche à l'automne 1685. Ainsi, on estime que plus de 3000 Messins vont gagner l'étranger et pour l'essentiel vont aller dans le Brandebourg et à Berlin. Oui, puisque la Moselle, en général, et Metz en particulier, était une terre dans laquelle la communauté protestante était très, très implantée. Donc à partir de là, on a une émigration considérable. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Alors, il
y a clairement, hein, de la part du grand électeur du Brandebourg, une vraie stratégie pour attirer justement ces élites protestantes. Alors là aussi, en 1197, hein, il y a un calcul qui a été fait. Alors en 1197, il faut imaginer que Berlin, c'est 6000 habitants. C'est une petite ville, ouais. C'est un petit bourg. C'est charmant. Et donc, en 1197, elle accueille 4281 réfugiés, dont 27% de Messins. Et donc là, on voit l'importance de cette petite communauté française d'origine qui va totalement dynamiser ne serait-ce que l'architecture et la ville de Berlin en elle-même, notamment par la fondation, hein, du Collège français en 1689, qui est, alors, excusez mon accent, hein, ami, ami du Grand Est, le Französischer Gymnasium, qui va être un lieu de formation et d'enseignement particulièrement réputé en arithmétique, en philosophie, en théologie. Et donc là, des grands noms, hein, d'origine messine, hein, Philippe Naudet l'Ancien, Philippe Naudet le Jeune, François Bancelin, autant de Messins qui vont apporter leur pierre à la construction de l'État moderne, de ce qui va devenir la Prusse. Oui, avec une grande influence française à la fois culturelle, technique, intellectuelle dans tout le Brandebourg et la Prusse, oui, avec notamment la prégnance de la culture française, de la langue française auprès des élites prussiennes. La création du château de Sans Souci quelques décennies plus tard ça veut bien dire ce qu'elle veut dire. Sur les patronymes, je me permettrai de citer quelques noms que les amateurs d'histoire militaire connaissent bien. Le général Warlimont, qui n'est pas un nom allemand, mais qui est un des grands généraux de l'armée allemande. Le grand pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale, Hans-Joachim Marseille, un nom qui n'est pas, lui non plus, particulièrement allemand. Tous ces gens-là donc sont originaires de cette émigration huguenote. Ouais. Donc la ville de Metz donc va se vider d'une partie de ses habitants, d'une partie de son élite intellectuelle, son élite artisanale, son élite en termes de savoir-faire, et une ville va devenir, enfin était déjà particulièrement concernée par le protestantisme, c'est la ville de Courcelles-Chaussy, qui depuis le XVIe siècle était devenue en quelque sorte le centre de l'Église réformée dans la région messine. Et donc tout naturellement, les protestants qui partent pour l'Allemagne passent par Courcelles-Chaussy au moment de leur exode. Est-ce qu'on peut considérer que la révocation de l'édit de Nantes est un événement tragique, dramatique, négatif, si tant est que le mot négatif puisse être appliqué à l'histoire, de l'histoire de l'Ancien Régime, ou est-ce que finalement c'est un élément d'un grand tout qui aurait de toute façon abouti à ce résultat-là? Contre-productif. Contre-productif. Contre-productif, c'est-à-dire que on est dans des logiques qui rappellent les stratégies qui avaient été employées contre les communautés juives, qui sont expulsées à 11 reprises sous l'Ancien Régime, avec une très forte concentration entre le XIIIe et le XIVe siècle. Et à chaque fois, le but, c'est des spoliations, c'est une façon de purifier le royaume. Sauf que on s'aperçoit souvent dans les expulsions des Juifs de France, si on les a expulsés 11 fois, c'est qu'ils ont dû revenir un paquet de fois. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'expulsion de gens qui sont surreprésentés dans des domaines tels que l'artisanat, le commerce, eh bien, manque ensuite au dynamisme du pays. Et donc, on les rappelle, on les fait revenir, on leur garantit un certain nombre d'éléments pour, tout compte fait, redonner aux finances publiques une reconstruction. Parce que ce qui a été spolié ne couvre pas les impôts qu'ils payent régulièrement. Bien sûr. Et donc là, on a un élément tournant qui marque une forme d'affaiblissement de la France. C'est voilà, un pays n'est riche que de ses habitants. Ouais. Sans ses habitants, sans leur cerveau, sans leurs bras, sans leur technique, c'est un affaiblissement du pays, très clairement. Vous avez tout à l'heure évoqué la notion d'édit de tolérance en parlant de l'édit de Nantes, en expliquant que justement cette notion de tolérance n'était pas dans l'acception contemporaine du terme. Pour obtenir cette tolérance un peu plus moderne, il va falloir attendre le règne de Louis XVI, je crois. Oui, c'est-à-dire que la philosophie des Lumières
trouve son application souvent dans la Révolution française. On voit la Révolution française comme l'application, d'un point de vue du droit, des principes moraux, de la philosophie des Lumières. Sauf que Louis XVI était déjà un roi acquis à un certain nombre de ses idées, et parmi eux, il y a le respect et la liberté de culte qui va être donnée à la fois aux Juifs et à la fois aux protestants, à quelques années avant la fin du régime. Donc, on a là quelque chose qui se met en marche, qui trouvera son aboutissement final, avec bien sûr la liberté de culte et la liberté de conscience qui était dictée dans la Déclaration des droits de l'homme et citoyen, et qui va trouver ensuite toute sa prévalence au XIXe siècle, quels que soient les régimes, monarchie, empire, république, c'est des principes qui ne seront jamais remis en cause, malgré des formes de discrimination, mais qui ne seront pas légalisées. Vous venez de parler des conséquences à long terme, donc de cette logique de tolérance présente déjà dans l'édit de Nantes. Ça, c'est valable pour la France. Quant à l'Allemagne, en 1871, la Moselle redevient allemande. Que se passe-t-il à Courcelles-Chaussy à cette À époque-là? Courcelles-Chaussy, l'empereur Guillaume décide de faire construire un nouveau temple et un pavillon impérial qui permet effectivement le retour de la foi pleine et entière, Mais de façon officielle. de façon officielle, avec bien sûr une idée de germaniser la zone. Alors on ne va pas vous chanter, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, mais on voit bien que là, il y a une sorte de revanche qui est prise. Et de récupération de ces événements qui sont internes à l'histoire de France pour légitimer finalement cette Allemagne, cette Prusse, terre d'asile des protestants français. Exactement, un retournement de l'histoire où la Prusse se présente comme plus libérale que la France républicaine ou la France des Lumières. Eh bien, merci Cédric Delaunay pour ce passionnant retour en arrière sur l'édit de Nantes et sa révocation et cette remise en contexte. Donc, je rappelle que vous pourrez retrouver un article sur la révocation de l'édit de Nantes et notamment ses influences sur la région Messine dans le livre de Jérôme Estrada de Tourniel consacré aux grandes dates de Moselle, disponible chez toutes les maisons de la presse. Merci Cédric et à très bientôt. Merci. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.